The meeting. Oh. On. C'est bon. Ok. Salut à tous. Je ne sais pas trop qui est là. Pas tous les noms, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler du varroa, de ce qu'on appelle la varroise. C'est le nom de la maladie, la varroise. Et c'est déclenché par une bête qui s'appelle le varroa. Alors, vous savez que l'apiculture, c'est aussi s'adapter à la saison, c'est aussi s'adapter au temps, c'est s'adapter à ce qu'on voit. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi, en ces derniers jours de confinement, en hommage, de vous faire un spécial maladie de l'abeille. Alors, il y a un certain nombre de maladies. Hein. On a des virus, on a un petit peu de tout, mais assurément la maladie la plus nocive, enfin celle qui est la plus dangereuse, quoi, disons, c'est le varroa, quoi. Hein. J'essaie de refaire comment partager votre écran. Plouf. Ok, le varroa. Est-ce que vous le voyez? Oui. Hein? Ok. Moi, je vois plus. Ouais, si, ça y est, je me vois. Ok. Donc, c'est une petite bête. C'est un acarien, en fait. Hein. Donc, exactement comme les acariens qu'on peut avoir dans les lits. C'est une toute petite bête. Hop. Donc, ça donne ce genre de choses, quoi. Là, vous le voyez, le petit acarien de profil. Vous le voyez sur la tête d'une abeille. Oula, il faut que quelqu'un coupe son micro. Ouais. Donc là, vous le voyez sur la tête d'une abeille, d'une pupe qui est pas encore tout à fait formée. Vous voyez le rapport de taille, c'est assez impressionnant. C'est une petite bête toute poilue et toute bombée par-dessus, un petit acarien. Donc là, vous en voyez d'autres. Voilà, en bas, là, on voit, là, on est dans le microscope électronique. Là, on voit son petit crochet, sa petite bouche. Et là, vous le voyez, enfin, sur des pupes et sur des larves d'abeilles. Vous voyez, là, sur une larve, c'est quand même assez gros, quoi. Voilà, donc c'est vraiment une bête assez méchante. Donc en fait, c'est un problème assez récent. En Europe, ça vient en fait, c'est une évolution d'un parasite asiatique. Alors on l'appelait le varroa jacobsoni parce que le monsieur qui l'a découvert s'appelait Monsieur Jacobsoni. Et donc, il vit sur l'abeille serrana. Donc, vous vous souvenez, en Asie, on a été plutôt sur une espèce d'abeille qui s'appelle l'abeille serrana. Voilà. Il vit plutôt en bonne entente sur la serrana. La serrana, elle le tolère assez bien. On verra un peu après pourquoi. Et puis, avec la révolution d'après-guerre, les abeilles bougent. Vous vous souvenez, quand on a parlé des abeilles, des espèces d'abeilles, tout le monde entier s'est mis à adopter l'espèce européenne, Apis mellifera. Et donc, on a évidemment des voyages d'essaims, des essaims qui sont transportés d'un pays à l'autre, et puis maintenant d'un bout à l'autre de la planète, ou même des fois seulement des reines, mais qui peuvent se retrouver avec des varroas sur le dos. Donc, on a une évolution de cet acarien. C'est une sorte de poux, hein, disons. Hein. Et on a une évolution. Aujourd'hui, en Europe, sa mutation, on l'appelle varroa destructor. Donc ça fait peur, mais c'est une variation génétique, quoi. Donc il s'est développé tout en Europe, partout en Europe, dans les années 70. On considère qu'il arrive en France en 1982. Donc c'est un problème assez récent. L'abeille mellifera est moins protégée.
que l'abeille serrana. L'abeille serrana elle a deux avantages pour gérer ce parasite. Elle s'épouille beaucoup mieux, elle s'épouille plus souvent, donc elle s'en débarrasse. Vous avez vu quand elle est sur sa tête ou sur son dos. Voilà, la serrana, elle s'épouille. L'autre chose, elle a un cycle de développement, la serrana, qui est plus court. Vous vous souvenez, on a vu les temps de naissance des abeilles, 3, 6, 9 pour la reine, 3, 6, 12 pour l'ouvrière, 3, 7, 14 pour le mâle. La serrana en Asie, elle est un peu plus courte, ce qui fait que le varroa a moins le temps de se reproduire. Voilà. Donc elle a colonisé vraiment le monde entier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste qui n'est pas touché? Pas grand-chose. L'Australie, les îles en fait, des îles en France, il reste Ouessant. Qui a une politique extrêmement restrictive, enfin qui importe aucune abeille, qui fait rentrer aucune abeille à cause du varroa, pour ne pas se retrouver colonisé. Comment? Voilà, le micro. Et puis, Ouessant, on peut préciser qu'ils sont sur l'abeille noire aussi, qui est endémique, et ils ne veulent pas d'autres abeilles non plus. Oui, tout à fait. Ils protègent aussi une espèce d'abeille particulière, enfin, l'espèce noire là qu'on avait vue. Voilà, mais donc le varroa, il se promène un peu partout. Je crois qu'il y avait la Réunion aussi qui était protégée et qui a été colonisée. Enfin, c'est maintenant un problème mondial. Hein. Donc c'est une bête, un parasite qui se met vraiment un peu partout. Hop, je vous re-switch pour vous remontrer les. Ah, merde, je vais cliquer là-dessus. Bon, vous voyez sur des abeilles adultes ce que ça donne. Là, on en a, voilà, sur une abeille adulte, elle s'en colle deux. Vous voyez celle-là, enfin bon, celle-là c'est quand même très exceptionnel. Là, ça on voit jamais. Ce qu'on voit souvent, c'est ça, quoi. Vous voyez, donc elle en a une en plein sur le dos, ou sur l'abdomen, ou sur le thorax, la partie centrale de l'abeille. Voilà, quand on les compte, ça donne ce genre de choses. Voilà, donc c'est assez. Là, vous avez un beau profil. Ce qu'on voit assez peu souvent, on les voit souvent de hauteur, quoi, hein, sur le dos. Là, ça c'est vraiment la catastrophe. Là, c'est la reine qui est touchée. Ça, la ruche, elle est déjà morte, quoi. Voilà, donc ça vraiment, ça s'insinue partout, quoi. Pourquoi c'est dangereux? En fait, quand c'est donc un pou, vraiment, enfin c'est un acarium, mais on est dans le règne du pou. Voyez, quand elle va se mettre sur le varroa va se coller sur le dos d'une abeille comme ça, et il va percer l'exosquelette. Et en fait, il va pomper les molymphes. Les molymphes, on verra ça sur l'abeille, mais les molymphes, c'est le sang, quoi, des abeilles. Donc il va pomper. Donc en fait, il va affaiblir les abeilles. Vous avez vu quand il est sur une pupe ou sur une larve, évidemment, elle a du mal à se développer quand elle est pompée avant même sa naissance. Donc c'est des vampires, quoi. Hein. On est dans la logique du vampire. L'autre conséquence, c'est qu'elle va faire un trou. Le varroa, il va faire un trou dans l'exosquelette, dans la carcasse de l'abeille, ce qui va permettre, ça va être un vecteur, ça va permettre à d'autres maladies, à des virus en particulier, tout type d'infection, de rentrer dans le corps de l'abeille. Donc après avoir des foyers d'infection dans la ruche, etc., et amener un épuisement de la ruche et de l'abeille, et donc par conséquence de l'essaim lui-même. Voilà. Les signes, comment on s'en aperçoit? Donc là, hein, vous voyez là toutes ces photos, c'est vraiment des cas déjà un peu extrêmes. C'est-à-dire que quand on les voit à l'œil nu sur le dos d'abeilles, c'est déjà la catastrophe. Le varroa, il se reproduit donc, on va le voir ultérieurement, il se reproduit dans les cellules d'abeilles. Donc, on a déjà
une grosse présence de ce pouls sur les larves à l'intérieur des cellules operculées et de manière totalement invisible. C'est sous le radar. Donc, quand on commence à les voir sur le dos des abeilles, c'est déjà vraiment pas bon. Hein. Les autres gros signes dont on va s'apercevoir, c'est des ailes mal formées. Donc les abeilles, elles ont des ailes un peu abîmées. J'ai pas une photo là, mais enfin ça se voit. Elles ont du mal à marcher, elles peuvent pas voler. Donc ça, bah voilà. Vous voyez par exemple celle-ci. Là, elle a son aile qui est à moitié mangée, quoi. Donc ça c'est un truc assez net. Troisième signe qu'on voit qui est assez visible, c'est des cellules, les cellules de couvain, comme ça, qui ont des petits trous. Par exemple, ici, là, vous voyez, il y a un petit trou dedans. Ça, c'est un signe. Après, on peut arriver à la catastrophe totale où là, sur cette photo-là, par exemple, vous voyez, les abeilles, elles ont carrément ouvert les cellules, elles vont s'en débarrasser parce que l'abeille va même pas arriver à maturité tellement elle s'est fait pomper avant même sa naissance, quoi. Voilà, donc les grands signes sur le dos, mais là c'est déjà la catastrophe. Les ailes pas formées, mal formées, et puis les trous dans les opercules, un couvain pas beau et avec des trous. On dit aussi l'abdomen raccourci, mais c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Alors, le varroa, sa reproduction. Donc, il va attendez, excusez-moi, je reviens mes notes. Hop. J'ai fait deux choses qui se mélangent. Ok. Donc, le varroa, il se développe dans les cellules des abeilles. Donc, le varroa, on a les femelles et on a les mâles. Là, toutes les photos que je vous montre, ce sont des femelles. Les femelles sont grosses, les mâles sont tout petits, sont quasiment pas visibles à l'œil nu, quoi. La femelle, elle va vivre entre 1 et 2 mois en été, donc elle a une grande longévité. En hiver, le varroa femelle, il est capable de survivre 6 à 8 mois. Donc, comme l'abeille, il va s'adapter, il va passer l'hiver sur les abeilles, quoi. Le mâle, lui, va mourir juste après l'accouplement, donc on le voit pas vraiment, quoi. Attendez, pardon, j'ai mis deux fois là une chose dans mes notes. Donc, le processus de varroa, c'est vraiment qu'il va dans la cellule. Il va en fait pénétrer la cellule juste avant l'operculation. Donc, vous vous souvenez, je viens de le redire, 3, 6, 12 pour l'ouvrière. Donc, il est attiré par les phéromones du couvain et juste avant la fermeture de la cellule, la femelle rentre, la cellule est operculée, donc pour 12 jours, et pendant ce temps-là, le varroa femelle va pomper la larve et va se reproduire. Donc c'est vraiment au plus près de la naissance des abeilles, quoi, hein. Alors, hop. Alors, je vous montre ça, un beau graphique. Plouf. Plouf. Okay. Voilà. Donc, la mécanique, c'est ça. Vous voyez, donc il va rentrer, donc là on a la cellule, c'est la première étape, avec la larve, hein. Donc, la larve se développe, et juste avant que la cellule soit operculée, le varroa femelle rentre dans la larve. Il va aller se coller et il va en profiter. Et puis là, il commence à se reproduire. Il commence par faire un mâle, et ensuite, il va faire des femelles. Donc, le temps de développement, on va le voir plus en détail, mais à la fin, à la naissance de l'abeille,
on peut se retrouver dans le cas d'avoir 4 varrois qui sortent, qui eux-mêmes vont aller coloniser 4 cellules, vont faire un cycle de reproduction, et donc le tour d'après, on est à 16 varrois. Donc on est vraiment sur une logique tout à fait exponentielle, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment que c'est un truc assez dangereux. Ah. Donc on est sur une reproduction qui est totalement exponentielle et qui va nous entraîner des gros soucis parce que là, je viens de vous mettre la courbe de développement de la population de la ruche. Donc, en bas, on a les mois. Donc là, on est en mars-avril. Donc, en rouge, la population d'abeilles dans la ruche et la population en jaune, la population de couvains. Donc, en mars-avril, on est sur le développement du couvain et donc du nombre d'abeilles. On va se retrouver avec, on démarre à 4, puis on est à 8 cadres avec du couvain. On a une explosion du nombre d'abeilles. En hiver, on était à 20 000, 30 000. On va passer à 50, 80 000 abeilles au cœur de la saison, juin, juillet, août. Et puis, ensuite, on l'a vu dans le premier cours, la population d'abeilles, elle va rebaisser, elle a fait la récolte et elle se prépare pour l'hiver. Elle n'a pas besoin d'entretenir autant de population, elle met les mâles dehors, etc. Donc la population baisse. On va se retrouver avec une population de varroa qui, lui, continue à se développer. Mais il trouve plus de cellules à coloniser. Donc il va se mettre sur le dos des abeilles. Et c'est là où on commence à le voir sur le dos des abeilles. C'est là où il apparaît à l'œil nu. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, quand il apparaît, quand on le voit sur le dos des abeilles, c'est déjà très tard. Parce qu'il apparaît sur le dos des abeilles à ce niveau-là, c'est-à-dire en fin de saison. Août, septembre, octobre, puisque lui, sa population est stable, alors que le couvain et le nombre d'abeilles, lui, est en chute libre. Donc là, on se retrouve avec un nombre de varrois qui peut dépasser le nombre d'abeilles et qui va les pomper. Problème, c'est qu'on rentre ici dans la période où elles vont refaire une petite croissance pour préparer les abeilles d'hiver. Et là, on se retrouve avec des abeilles d'hiver qui sont extrêmement colonisées, qui sont extrêmement pompées. Et donc, on a des abeilles d'hiver qui sont affaiblies pour démarrer l'hivernage. Voilà. Donc ça fait une pression extrêmement forte, évidemment, sur les abeilles et sur la population et sur les seins. Je vous avais mis l'image, hein, ouais. Attendez, vous me mettez des petits. Ok, ouais. Vous avez vu l'image de la courbe, parce que là je m'aperçois que c'est mon visage. Voilà. Donc on a vraiment une population qui est exponentielle, quoi. Alors, je vous montre un autre schéma. Tous ces schémas seront évidemment dans le cours, hein. Je vous les mets à disposition. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. Ouais. Oui. Oui, oui. Ok. On t'entend très bien. Ok. Et on a vu la courbe. Ok. Attendez, pourquoi j'ai plus le share your screen? Toggle view. Share your screen. Attendez, j'arrive plus à partager l'écran. Merde, bon, le partage d'écran marche plus. Je vous mets. C'est pas quelqu'un qui a essayé de partager aussi? T'as plus le bouton ou plus ça? Le bouton marche plus. Bon, je vous le mets dans le chat. Ouais. Vous l'avez?
Oui. Alors, là, on a aussi un beau graphique de la dynamique de reproduction d'un varroa. Donc, on a vu tout à l'heure, je vous ai dit que de un varroa, une fois son cycle terminé aux côtés de la naissance de l'abeille, on peut se retrouver avec 4 varroas exponentiels. Donc, ici, on a un temps par jour. Donc là, vous voyez, on démarre au 9e jour. Donc, pourquoi le 2e jour? 3, 6, 9, 3, 6, 12. Donc, 3, 6. Donc, c'est le 9e jour, c'est l'operculation de la cellule. Donc, juste avant l'operculation, le varroa, qui est un petit malin, se précipite dans la cellule avant qu'elle soit fermée et va commencer son cycle de reproduction. Donc, au 13e jour, il va nous faire ici un petit mâle. Et puis ensuite, il va pondre, cette femelle, elle va pondre en gros toutes les 30 heures. Hop, elle refait un œuf. Donc ensuite, elle va s'enchaîner avec des femelles et donc qui vont ensuite qui vont se développer et qui vont elles-mêmes, être fécondées par leur frère, ce petit mâle qui est là et qui traîne. Donc toutes les 30 heures, pouf, un nouveau. Quelles conséquences ça a? C'est qu'ici, au 21e jour, on a l'émergence d'une ouvrière. 21 jours pour l'ouvrière. Hein. Donc au 21e jour, on a fait un cycle de deux femelles. Le mâle, le faux-bourdon, lui, il prend 24 jours à naître. 24 jours, ça laisse au varroa le temps de faire 2 femelles de plus. Et avoir un cycle qui crée 4 varrois femelles, 4 reproducteurs. Donc la conséquence, c'est que le varroa, dans le couvain de mâle, peut beaucoup plus se reproduire et il a une tendance à préférer le couvain de mâle de faux-bourdon parce qu'il sait qu'il a plus de temps. Voilà, ce qui va nous amener à des stratégies de lutte dont on va se servir de cette spécificité pour lutter. On va voir les méthodes de lutte juste après. Voilà. L'autre chose que je dis au passage, donc je viens de vous dire qu'il repère vraiment aux phéromones, il repère à l'odeur que le couvain va être operculé. Le varroa, il est très fort en phéromones, il est très fort en camouflage aussi. En fait, on considère aujourd'hui avec les dernières études que il arrive à pas se faire repérer des abeilles aussi parce qu'il a un camouflage olfactif. Donc, il arrive à sécréter une odeur qui empêche aussi les abeilles de vraiment se rendre compte de sa présence. Voilà, un camouflage odorifère, ça, si on peut dire ça. Voilà pour son processus de reproduction. Vous avez donc compris que c'est vraiment exponentiel. On va passer à la partie sur le comptage. Donc, avant de se rendre compte en fin de saison, comme on l'a vu sur la courbe et comme on l'a vu sur les photos avec ces abeilles avec des varroas sur le dos, avant d'en arriver là, on a un intérêt à compter. On utilise une technique, c'est que le varroa, de temps en temps, il tombe. Il se décroche pour différentes raisons quand il est sur le dos des abeilles ou sur le cadre en train d'aller vers une cellule. De temps en temps, il tombe. Et donc, au fond de la ruche, on va mettre un plateau et on va s'en servir pour compter. En France, on a un plateau en plastique, là, c'est le fameux plateau en plastique qui s'appelle le NICO, N-I-K-O, qui sert au comptage. C'est pas très pratique, c'est mal foutu. Au rucher, on a encore des vieux fonds. C'est pas très pratique. Va falloir vraiment qu'on s'occupe de ça parce que c'est vraiment pas pratique. Ici au Canada, j'ai découvert un plateau que je trouve absolument génial, qui s'appelle le Apinovar. Je vous mets le lien.
Je vous mets un lien vers des photos. Je les regarde en même temps quand même. Qu'est-ce que je vous avais mis? Voilà. Donc là, on voit ce plateau à Pinovar. Donc il a une grille. C'est tout bête, hein. Il a une grille comme on a au rucher, mais en dessous, il a vraiment un petit plateau. Vous voyez la partie blanche là qui est et qu'on va glisser en dessous et qui nous permet d'être retiré très facilement. On le retire et puis on va compter les varrois dessus. Et c'est vraiment un bonheur. Donc dessus, on va mettre du gras, de la graisse, de la margarine, un truc pas cher, ce qui permet que le varroa, quand il tombe, il reste collé. Et c'est vraiment simple. Après, on regarde le plateau et puis on les compte tout bêtement. Hein. Voilà. Alors on va compter en gros. On compte sur un jour, 2 jours, 5 jours. On fait un peu comme on peut et comme on veut et comme on peut. En gros, si on a un varroa par jour qui tombe, on dit qu'il faut traiter. Parce que vous avez bien en tête maintenant que quand vraiment la plupart des varroas sont cachés dans les cellules, donc ils tombent pas ceux-là. C'est vraiment déjà en gros c'est les 20%, quoi. C'est ces 20% là qui chutent. Donc quand on commence à les voir, c'est que c'est déjà beaucoup. Hein. Voilà. Donc bon, c'est une évolution qu'on va faire au rucher. On va parler tout à l'heure. Il y a une autre technique qui consiste à prendre en gros 200, 500 abeilles, on les met dans un bocal, on met de l'alcool ou de l'éther ou des choses nocives, on tue tout le monde, les varrois se décrochent du dos et à ce moment-là, on les compte. Vous imaginez bien que je suis pas fou de cette technique. Ça veut dire tuer 500 abeilles, ça commence à faire beaucoup. Donc bon, voilà. L'intérêt de la technique, c'est que c'est une technique immédiate. On prend les abeilles, on a tout de suite le résultat. Donc on n'a pas 2 opérations différentes de nettoyer le plateau puis revenir 2 jours, 5 jours après pour compter quoi. Donc c'est une technique immédiate, c'est ça son intérêt quoi. Troisième grande technique, si on prend du couvain, on ouvre les cellules, on regarde dedans et on compte ce qu'il y a dedans. Alors l'intérêt c'est que là on est vraiment on est au cœur quoi de l'infestation. Là on va dire en gros si on a 10% des cellules d'ouvrières qui sont contaminées, on est mal. Si on a 50% des cellules de faux bourdons qui sont contaminées, on est mal. Faux bourdons étant beaucoup plus sujet à être des supports de reproduction de ce varroa. Voilà. Donc c'est pareil là, il faut sacrifier du couvain. Donc surtout dans ces 3 techniques, la première du comptage à travers le plateau grillagé, c'est vraiment la favorite. Elle a vraiment amené, c'est donc le varroa qui a amené une évolution de l'apiculture vers ce plateau grillagé. Quand on a des vieilles ruches de plus de 30, 40 ans, c'est des fonds pleins. C'est pas des fonds grillagés. Voilà, donc ça a amené vraiment cette grande tendance de l'évolution de l'apiculture, parce que même si on compte pas le plateau grillagé, ce qu'on dit, c'est quand le varroa tombe, s'il est sur un plateau grillagé, il le traverse, il sort de la ruche et il peut pas regrimper. Donc avec un plateau fermé, une ruche fermée par le bas, le varroa qui tombe remonte. Voilà. Donc ça a vraiment fait évoluer l'apiculture et le matériel. Hein. Bon, on a des débats sur ce plateau grillagé. Est-ce que ça refroidit la ruche? Oui, ça refroidit la ruche, mais le froid finalement n'est pas le problème principal puisque c'est l'humidité. Donc ça permet de mieux aérer la ruche. Donc c'est bien le grillagé. Oui, mais à l'état naturel, une abeille, elle va pas ouvrir par le bas, elle prend quelque chose qui est fermé par le bas, donc on dirait que c'est plutôt moins bien. Oui, mais on va dire aussi que Apis mellifera, elle n'a pas de varroa et qu'aujourd'hui, à l'état naturel, elle a plus de mal à vivre avec ce varroa, même si c'est sujet à discussion. Les gens considèrent que l'abeille, elle peut plus vivre à l'état naturel, ce qui est, à mon avis, évidemment débile, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
Voilà, donc il y a du pour, il y a du contre. Il y a un luxembourgeois, il y a un éleveur de rennes qui s'appelle Gott, qui est vraiment un espèce de maître en la matière pour toute l'Europe. Lui, il y a 20 ans, il a dit qu'il passait, ou 25 ans, 30 ans, il a dit qu'il passait au plateau grillagé. Il inonde l'Europe de rennes. Hein. C'est vraiment le grand fournisseur avec les Italiens. Mais c'est un des grands fournisseurs. Lui, il était passé au plateau grillagé. Il a annoncé il y a 2 ans qu'il repassait au plateau fermé à cause de l'évolution des conditions climatiques et en particulier des hivers plus rudes, voilà, et plus violents, quoi, des hivers plus froids. Donc lui, il a décidé sur ses rochers de revenir au plateau fermé. Donc vous voyez, c'est vraiment le plateau grillagé ou fermé, c'est vraiment un grand débat. La tendance est au grillagé, mais c'est pas, voilà. Au rocher, on a tendance à passer au grillagé. Moi, je trouve ça plutôt bien. Je pense que ça a plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà je referme la parenthèse du plateau grillagé, qui est vraiment l'inconséquence du varroa, de l'infestation mondiale du varroa. Voilà. On va passer maintenant. Vous avez compris que c'est quand même une tannée, ce truc. Il pompe les abeilles, il les empêche de se préparer à l'hiver, donc il est capable de faire s'effondrer d'un essaim. Donc on a vu, le couvain il peut être piqué quand on a une forte infestation, ça veut dire que les abeilles se développent plus mal. Donc c'est vraiment, on peut avoir une chute des naissances, un affaiblissement des abeilles qui sont déjà vivantes, faire rentrer d'autres maladies. Donc c'est vraiment un truc très néfaste, et on peut se retrouver avec les abeilles qui passent pas l'hiver. Pour beaucoup, c'est quand même du varroa, quoi. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un truc assez néfaste. Donc pour les traitements aujourd'hui, on n'a aucun traitement pour se débarrasser du varroa. Vraiment zéro. La seule chose, notre seul but, c'est de essayer de faire baisser la pression. Comme lui, sa croissance est totalement exponentielle, si on arrive à baisser sa population, on baisse sa reproduction. Donc c'est la seule chose sur laquelle on a matière. On ne peut pas s'en débarrasser au jour d'aujourd'hui. On n'a aucun moyen. Voilà. Donc les traitements. Les deux grandes choses sur les traitements, quels que soient les traitements, on va faire un tour des traitements. Il y a plusieurs matières pour lutter. Alors, il y a plusieurs techniques, les grandes catégories des traitements. Ce qu'on va aborder, on a les traditionnels qui sont des insecticides, hein, tout simplement, qui ont été adoptés un peu en catastrophe quand ça s'est développé, qui sont encore extrêmement courants en France. Voilà. On a la deuxième grande catégorie qui sont des acides, qui sont considérés comme des traitements bio, qui sont homologués en bio, qui sont moins faciles d'usage, mais qui sont à mon avis très bien. Et la chose vers laquelle il faut qu'on se dirige. Au Canada, c'est la norme totale. Voilà. Et on a troisième grande, c'est ce qu'on appelle les mécaniques. Je vais vous détailler ça. Et puis après, on a un certain nombre d'autres encore techniques de lutte. On va faire un petit tour d'horizon. Je vais pas tout détailler, mais je vais vous montrer qu'est-ce qui existe, pourquoi on en adopte un et pas l'autre, les avantages un peu. Après, les manières de procéder, je vais vous détailler un bio, qui est l'acide formique. Mais pour le reste, je vais pas vous détailler on trouve sur le net les process, quoi, pour chaque, en fonction des choix. On va plutôt voir pourquoi on choisit l'un et pas l'autre, parmi tout le panel, quoi. On va faire un tour d'horizon de ça. La constante de tous les traitements, si vous voyez la courbe, si vous l'avez en tête, elle est assez simple, hein. Elle nous amène à traiter à deux moments. Attendez, je vous remets quand même la belle courbe.
dans le chat, que vous l'ayez bien sous les yeux, puisque je n'arrive plus à vous la partager bêtement. Vincent, le varroa s'attaque uniquement aux abeilles, à d'autres insectes. À d'autres insectes, je ne sais pas, je ne pense pas. Je crois qu'il est vraiment lié que aux abeilles. Ouais, puisque j'ai jamais croisé de mention de présence sur d'autres. Et que là, les premières observations qui sont quand même assez anciennes, c'est l'abeille asiatique, la Serna. Donc quand vous revoyez la courbe que je viens de vous remettre, on a deux moments, et c'est très net. Hein. D'abord, on ne va pas traiter quand il y a du miel, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des cochonneries dans le miel, grosso modo. Donc c'est pas la période favorable. Donc ça nous amène à deux périodes. Le début de saison, mars, avril, mai, avant la mielée, alors après la sortie de l'hiver, avant même la visite de printemps, mais avant la mielée. Donc le tout début des courbes. L'intérêt, c'est que le varroa, il est bas et qu'on a peu de couvains. Donc il peut pas se cacher. Il est à l'extérieur et il n'est pas nombreux. Donc là, on peut en shooter beaucoup. Et c'est avant qu'il ait démarré sa croissance exponentielle. Donc on va abaisser tout son cycle de développement. C'est le confinement, quoi. Hein. C'est pareil, c'est la même logique, quoi. Donc ça, c'est vraiment une période favorable. C'est là, quoi. Enfin, c'est en Europe, c'est tard. Ici, c'est le moment. Là, on est dedans avec les aléas météo, mais on est dedans. Deuxième grande période, eh ben, vous le voyez sur la courbe, c'est celle que j'ai montrée comme vraiment la période terrible où le varroa devient supérieur en nombre aux abeilles. Donc là aussi, on va faire des traitements. L'intérêt de cette période, on est après la mielée, donc on n'a plus de miel, on a déjà récolté, on n'a plus de miel. On est tranquille. Le varroa, le couvain a baissé également, donc le varroa est aussi à l'extérieur du couvain, beaucoup plus, donc on va pouvoir le shooter. Est-ce que j'ai mentionné qu'on a du mal à le shooter quand il est à l'intérieur du couvain? Quand il est dans les cellules, je suis pas sûr de l'avoir dit, pardon. Quand il est dans les cellules, il est caché, c'est ce que je vous disais, j'employais ce terme parce qu'on a du mal à le shooter, il est protégé. Il est dans la gelée royale, il est sous l'opercule. Les traitements qu'on va utiliser, chimiques ou acides, vont pas passer. Donc, ce qu'on shoot, c'est tout ce qui est à l'extérieur. D'où le fait qu'on n'arrive jamais à s'en débarrasser totalement aussi. Voilà. Pardon pour cette aparté, mais elle était importante. Donc, comme on shoot sur tout ce qui est à l'extérieur, si je reviens sur la courbe, août, septembre, on se retrouve avec du varroa qui est à l'extérieur puisqu'il a moins de couvains pour se cacher. Lui, il est là. Et nous, on a besoin de protéger la ruche pour essayer d'avoir des abeilles d'hiver qui devront être en forme pour passer les 4, 5, 6 mois d'hiver qui sont plus grasses et qui ont besoin vraiment d'être en forme. Donc là, en fin de saison, on va faire aussi des traitements à ce moment-là. Donc c'est vraiment les deux périodes avant la mielée, en tout début de saison, mars, avril, et après la mielée et avant l'hiver, cette période qui est entre août et septembre, en gros en Europe et quasiment pareil au Québec, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les moments où on va s'occuper de ça. On dit qu'il faut essayer de traiter toutes les ruches en même temps. Tout ce qui est traitement à base d'acide et chimiques sont quand même violents. Ont des fortes odeurs, les abeilles n'aiment pas. Si on traite pas toutes les ruches en même temps, on va avoir une tendance à une dérive, à ce que les abeilles passent sur d'autres ruches, passent de l'une à l'autre. Ce qui veut dire que des abeilles avec des varroas sur le dos qu'on traite vont préférer aller sur la voisine qu'on n'a pas traitée, donc vont aussi l'infester. Alors, tout ce qui est traitement.
plaisir. On va démarrer par ce qui sont les traitements bio, qui sont ceux qu'on utilise au rucher depuis déjà plusieurs années. On dit, ce sont des traitements qu'on appelle des traitements flash. Le grand traitement qu'on utilise, c'est l'acide formique. Je mets dans le nom, acide formique. Voilà. L'acide formique, on va l'avoir sous forme de bouteille. Donc, excusez-moi, on utilise ça au rucher. Une aparté pour vous dire, l'acide formique par rapport aux insecticides. En France, donc c'est la deuxième chose qu'on va voir, les insecticides. En France, c'est la norme, les insecticides. C'est une aberration, c'est quasiment un des derniers pays qui utilise ça. Enfin, vous savez, l'état de l'agriculture, c'est un peu la même logique. Moi, à la SCA, on m'a appris les insecticides. Partout, on va vous apprendre les insecticides. Les Belges, ils hallucinent. C'est pourquoi la France utilise encore toutes ces cochonneries. Le Québec et le Canada, qui est pas toujours un modèle en écologie, en tout cas en agriculture, qui utilise des produits un peu bizarres, et au formique n'utilise plus du tout les insecticides. C'est vraiment, je sais pas pourquoi on en est là, mais on en est là. Donc on va les voir après quand même, je vais vous les mentionner, que vous sachiez que ça existe, mais vraiment utiliser le bio, le formique. Bon, je sais que j'ai personne à convaincre ici, mais voilà. Donc ce fameux formique dont je viens de vous mettre une belle bouteille. On utilise ça au printemps et à l'automne, comme on l'a vu. Le problème du bio et des acides, c'est qu'on a plus de contraintes qu'avec les insecticides. On a une contrainte de température. On est toujours embêté à viser le bon moment. Faut qu'on soit entre 20 et 30 degrés. Il faut qu'on soit sûr d'avoir au moins une journée, au moins 24 heures, entre 20 et 30 degrés. C'est ce que vous allez trouver un peu partout dans les process. Ici au Canada, ça parle beaucoup plus large. Les process, ils parlent plutôt à partir de 13 degrés, de 13 à 30. Donc c'est un peu plus large. De toute façon, les process que vous allez voir, vous allez trouver, il y a toujours des variations. Quoi. Au Canada, on va mettre cet acide. On va le mettre par-dessous, donc sur ce plateau à Pinot-Var. C'est très pratique parce que vous avez vu, c'est vraiment un plateau avec un rail, quoi. Ça se retire comme un tiroir, quoi. Donc, on va mettre l'acide dessus et puis hop, on le remet dans la ruche. Hop, c'est plié, c'est facile. En France, on a un peu emmerdé sans ce plateau, donc on va le mettre par au-dessus. Au rucher, on a fait ça. On est plutôt sur cette technique. On va poser l'acide, on va le voir plus en détail après, mais on va mettre l'acide dans une petite assiette qu'on va poser sur les derniers cadres du haut, ce qui va nous obliger, parce qu'on aura l'épaisseur de la petite assiette en plastique dans lequel on a mis l'acide, et on va être obligé de mettre quelque chose pour avoir un peu de volume et pour que l'acide il puisse s'évaporer. C'est une évaporation, l'acide. Donc on va mettre un nourrisseur qu'on va retourner pour créer un petit peu de volume, soit on va mettre une hausse vide qui nous créera un petit peu de volume. C'est moins pratique, c'est vachement moins pratique à faire. Ça a quand même un intérêt, c'est qu'on dit que l'acide formique est plus lourd que l'air et donc il a tendance à descendre, donc que le traitement par au-dessus, même s'il est un peu plus chiant à mettre en œuvre, aurait quand même cet intérêt-là que l'acide va se diffuser, s'évapore et ensuite a plutôt tendance à descendre dans la ruche. Donc c'est bon, voilà, ça a du bon quand même. Hein. Comment on fait? Alors, c'est un peu chiant là que j'ai plus le partage, puis je vois pas comment le remettre. Attendez, il y a peut-être un truc ici. Pardon, je regarde. Non, bon, je l'ai pas. Écoutez, on continue comme ça parce qu'on va pas le redémarrer. Pof. Je vous mets ici un truc, vous voyez,
justement, c'est un process là. C'est un process, mais c'est la photo que je voulais vous montrer. On a avec une seringue, on met ça sur un papier buvard. Le plus simple, c'est un essuie-tout. On met ça on met l'acide sur l'essuie-tout, ça va le pomper, ça va le garder, ça va lui permettre de s'évaporer. On peut utiliser 26 000 trucs, des éponges, se vend en magasin apicole, des éponges spéciales, enfin tout ce que vous voulez. L'essuie-tout, c'est parfait, ça marche très bien. C'est très bien. Une petite seringue, c'est super pratique. Voilà, ça. Et puis, si on traite par au-dessus, notre assiette en plastique, et on a tout le matériel. On va mettre l'acide sur ce support poreux pour que ça s'évapore. Combien on va en mettre? On a besoin de doser assez précisément. Les dosages, vous allez voir beaucoup de choses. Je vous mettrai tout le cours en ligne. Hein. C'est assez dense. Ok, recording is on. Bon, bah, c'est reparti. Ok. Donc, je vous disais qu'on évalue souvent le nombre de cadres occupés par les abeilles. On peut aussi avoir un dosage du formique en fonction de ça. On va dire 5 millilitres par cadre occupé. Donc, si on a 6 cadres, 5-6 cadres occupés, on retombe sur nos 25 millilitres, 30 millilitres, en gros, par boîte. Voilà, c'est assez constant. Donc, le nombre d'abeilles qui est la deuxième variable pour le dosage. La première variable, la taille, le volume intérieur, évidemment, puisque cet acide se répand. Le troisième variable qu'on peut utiliser pour savoir combien le dosage qu'on veut, c'est la température, puisque l'acide ne va pas se propager de la même façon en fonction de la température. Voilà, donc on peut trouver ici au Québec, il y a des tableaux très précis en fonction, il fait 14 degrés, tu mets tant, 15 degrés, tu mets tant, etc. C'est sûr que ça agit. Voilà. On retombe sur ce dosage de 25-30 millilitres par boîte, en gros, sur une ruche à 6 cadres. Voilà. Après, vous allez mettre un peu moins, 5 millilitres de moins. Vous avez la main plus ou moins lourde en fonction de la température, de l'occupation de la ruche et du volume intérieur que vous avez. Vous adaptez, puis vous allez trouver des tableaux, des choses. Voilà. Mais c'est nos 3 variables pour faire ce 25-30 millilitres, plus ou moins. La ruche est un peu faible. Putain, je vais être 15-20 millilitres. Non. Question sur la chaleur. Plus il fait chaud, moins on en met. Plus il fait froid, moins on va avoir l'évaporation de cet acide. Donc, plus on va un peu gonfler, plus un peu froid. Je monte à 30-35 millilitres, j'ai une ruche forte, il fait un peu froid, je suis un peu court, je gonfle un peu, quoi. On n'y va pas trop fort non plus, c'est un acide, ça a des risques, ça abîme le dos des abeilles, ça peut tuer la reine, on dit, c'est 5% des cas, mais c'est pas rien, c'est un acide. Voilà, mais on en a besoin. C'est un acide, ça a aussi donc des dangers pour les humains. On manipule, vous avez vu, on est avec la bouteille. On a la bouteille, on a notre seringue. Chose essentielle, on utilise toujours un contenant intermédiaire, un petit contenant. On verse de notre bouteille dans un petit contenant, et de ce petit contenant, on va aspirer avec notre seringue ou un truc de cuisine pour doser ou quoi que, mais on manipule pas la grande bouteille. C'est un acide, hein, c'est très dangereux. L'autre, donc on se met des gants, c'est bien si on a des lunettes, c'est bien. Le gros truc, c'est le nez. C'est volatile, on respire pas. Donc, soit on se couvre le nez, maintenant vous en foutez, vous êtes tous équipés avec vos trucs, donc c'est bon. Mais sinon, quand on le manipule, on tourne la tête, on n'est pas dans le vent, on fait gaffe. Enfin, vraiment, on respire pas ce truc. On le sent, ça pique. Quand on a l'odeur de vinaigre, c'est pas bon. Et si vraiment on le respire, ça brûle les poumons. Donc c'est vraiment, faut faire très attention, évidemment, avec la manipulation de ça. Voilà. Au toucher, ça brûle. Si on a de l'eau sur le rucher, c'est mieux pour pouvoir se rincer. Enfin, on fait ça avec attention. Le gros danger, très franchement, c'est le nez, c'est les évaporations, c'est ça qu'on a tout le temps. Bon,
de le faire tomber, bien sûr, c'est le danger. Mais le truc, voilà. Tout d'un coup, on respire et puis ça rentre pas. Donc vraiment, on tourne la tête, on fait gaffe, on se met pas dans le vent. On tire les bras, on se met à 2 mètres. Vous connaissez ce truc, à 2 mètres avec son masque, tout ça. Et c'est vraiment, on fait attention. C'est très corrosif aussi pour les métaux, donc sur le toit, sur tous les éléments métalliques, c'est corrosif. Voilà, donc c'est vraiment, on fait très très attention. Voilà pour le tour de l'acide formique. Dernière chose, c'est un traitement qu'on appelle flash. C'est d'un coup, ça tape d'un coup, quoi. En gros, on peut le retirer 24 heures après. De toute façon, il n'y aura plus d'odeur. Hein. Ça s'est largement évaporé. On peut aussi le laisser une semaine, c'est pas un problème. Ça continue quand même à diffuser, c'est bien aussi. Bon, si on a utilisé autre chose que de l'essuie-tout, une éponge qui va un peu plus retenir, ça peut se diffuser plus longtemps. C'est pas grave si on laisse, c'est pas un problème. Il y a des process avec des diffusions plus lentes, c'est pas un gros problème. On est surtout sur les premières 24 heures où on a un gros shoot, quoi. Comment il agit? Il tue les varrois. Question du comment il agit. Il tue les varrois. Le varroa le supporte pas, tandis que l'abeille le supporte. Je pourrais pas t'en dire plus. Comment il décroche le varroa? Le varroa, quand il est au fond, quand on fait les comptages, il a tendance à être mort. Enfin bon, il est collé dans la graisse, là, comme on a dit, mais est-ce qu'il le décroche seulement ou est-ce qu'il le tue? Maintenant que tu poses la question, j'ai un doute. Mais tu pourras les regarder et nous en dire plus. Voilà sur l'acide formique, qui est vraiment l'acide le plus utilisé, et qui est vraiment un super, enfin qui est vraiment le traitement, pas un super traitement, mais le traitement à privilégier vraiment. Hein. Début de saison, un coup en début, un coup en fin. Enfin, un coup. Excusez-moi. On peut faire plusieurs flashs de suite. Hein. C'est-à-dire que si on est très infesté, là, j'ai des ruches, j'interviens sur des ruches qui vont assez mal. J'ai fait un traitement, j'ai compté 6 jours après, 100 varrois au fond des ruches. Je réenchaîne, je refais un, quoi. Là, je vais arriver à 4 traitements, on peut arriver jusqu'à 6 traitements. Voilà, bon, vous regarderez les tableaux en fonction de ce qui tombe. Mais on peut voilà. On est en début de saison. Moi, j'ai intérêt à faire chuter le taux de varroa. Ça va pérenniser des ruches. Et puis sur ce rucher, je vois que j'ai des ruches qui sont mortes. Voilà. Oui, l'acide attaque l'exosquelette de l'abeille. Et que celui du varroa est beaucoup plus fragile que celui des abeilles. Donc ça tape le varroa avant de taper l'abeille. Ok, logique. Ouais, super. On a fait le bon tour de l'acide formique. Je vais pas vous détailler le reste. Tu peux les enchaîner les uns les autres. Combien de temps entre les traitements? 1 à 2 jours. Oui. Entre un jour, 2 jours, 5 jours. Voilà, tu peux faire plus. Hein. Après, bon, on tape comme ça souvent. La littérature dit de 1 à 5 jours. Une autre manière de le voir, c'est d'être sur le cycle des abeilles. Tu sais que tu as 3, 6, 9, 3, 6, 12, 12 jours où tu as ton couvain qui est fermé. Donc, ce varroa-là sera pas shooté. Donc, si tu te mets sur des cycles de 12 jours, tu shootes celui qui naît. Enfin, en fait, tu es sur des cycles de 6 jours parce qu'il n'a pas le temps de re-rentrer. Donc, tu peux aussi te caler sur des cycles de 6 jours avec ton idée que tu veux une désoperculation de tout ce qui a été operculé. Pendant 12 jours, tu sais que tu as de varroa qui est caché, quoi. Voilà, 6 traitements tout de suite ou dans l'année. Non, tu peux faire 6 traitements si tu es vraiment dans la panade, tu fais 6 traitements en début de saison, tu peux en faire 6 en fin de saison, mais normalement, si tu as fait 6 traitements en début de saison, 6 traitements, c'est très lourd. Hein. C'est vraiment une ruche infestée, tu n'auras pas à faire 6 en fin de saison, normalement. Sinon, c'est la merde. Voilà. Allez, checlo formique.
On a un autre acide qui est très utilisé qui s'appelle l'oxalique. C'est un acide beaucoup plus violent. On l'utilise en France, pas vraiment au Québec. C'est un acide qu'on va utiliser en France. On fait ça l'hiver. C'est un intérêt. On met ça dans du sirop à 30 degrés. On le mélange. Et puis en plein hiver, on fait par le couvre-cadre avec son trou. On choisit une journée où faut le créneau, hein, il fait 10 degrés en plein hiver ou en janvier, février. Paf, on a un bon jour à 10 degrés, on y va, pouf, et on fait. Donc on mélange du sirop à 30 degrés pour pas refroidir. On mélange avec l'acide oxalique. On va entrouvrir, on a le couvre-cadre, donc on enlève le toit, on a le couvre-cadre, on a notre trou, et là, avec notre seringue, on va asperger le dos des abeilles. L'intérêt, c'est que l'hiver, l'abeille, les reines ne pondent pas, donc on n'a pas de couvain, donc on a tous nos varrois à l'extérieur sur le dos des abeilles. Donc c'est ça l'intérêt de ce traitement. Là, encore plus dans la manipulation, encore plus de précautions. L'acide oxalique est considéré comme vénéneux, tandis que l'acide formique n'est pas considéré comme vénéneux. Donc on est vraiment encore un niveau du dessus dans le danger de manipulation de ce produit. Voilà, donc très attention avec ça. Donc ces deux traitements, on les utilise, ces deux acides. On les utilise bruts, on achète de l'acide, donc l'acide formique, on achète d'une concentration à 65%, mais vous le verrez dans tous les process, 85% c'est trop violent. L'acide oxalique, on achète du pur et donc on dilue avec du sirop. Longtemps, on n'avait pas de traitement, on était dans du brut. En France, ça s'utilisait un peu sous le manteau. On a aujourd'hui des traitements des conditionnements qui sont apparus. On a un truc qui s'appelle le Max, qui est sorti il y a 4 ans. Donc, c'est des languettes, c'est déjà, tout est prêt. Et puis, on ouvre un sachet, il y a une languette, on le pose sur les ruches. Et puis voilà, c'est une diffusion plus lente. C'est un peu mauvaise réputation de shooter des reines. Ça vaut très cher. Puis bon, quand on utilisait déjà ça, on avait même pris l'habitude d'utiliser l'acide directement. Donc aller acheter un truc conditionné hors de prix juste pour avoir une éponge, un truc tout prêt, on rentre dans les clous de la norme, hein, de la loi en France. Il a la même contrainte de température, le max, donc bon, c'est très cher, ça a mauvaise réputation, c'est pas bon. Mais c'est bon, ça pratique peut-être. Voilà. On a un troisième et dernier traitement en bio via des produits qui est le thymol. Là, c'est une essence, c'est une huile essentielle, c'est une huile, c'est un des contenus, un des ingrédients du thym, quoi. Le thymol avec un HT, c'est du thym, THYMOL. C'est un extrait de thym, en fait. C'est un des éléments du thym, de certains thym. Et donc, c'est une essence, hein, c'est une huile essentielle. Hein, donc, on met ça pareil sur un buvard. Là, on est sur un truc assez long. Ça sent très fort. C'est pas dangereux, mais ça sent très fort le thym un peu citronné, quoi. Pareil, on utilise une éponge, un essuie-tout, et puis on laisse ça 6 semaines. Il y a des grosses contraintes de température. Si on met du thymol et qu'il fait plus de 30 degrés, l'essaim il peut s'en aller, quoi, hein, indisposé. Faut avoir 6 semaines, faut avoir devant soi 6 semaines à entre 15 et 30 degrés. Donc c'est un peu compliqué. Très franchement, au Richer, on l'a jamais utilisé. C'est compliqué de voir à 6 semaines la température. C'est compliqué de trouver le créneau, quoi. Voilà, donc on l'a jamais franchement trouvé. Il y a des gens qui le font en complément de l'acide formique, qui vont faire un traitement doux à l'essence de thym, le thymol, et qui vont par-dessus mettre un shoot de formique, ou avant formique. Voilà, c'est un complément bio, c'est considéré comme bio, vous pouvez en faire autant que vous voulez.
Pas en mielé parce qu'il y a une odeur très forte, hein, évidemment, et ça peut abîmer l'odeur du miel. C'est pas dangereux, mais ça va l'abîmer. Voilà pour les traitements, pour les 3 grands traitements en bio à base de produits. L'huile essentielle de thym, le thymol, acide formique, franchement le préféré qui a beaucoup d'avantages, et vraiment en shoot en hiver en oxalique. Voilà, mais qui est compliqué à manipuler. Des professionnels aiment l'oxalique parce que je vous ai dit, on peut l'utiliser pareil, mais on peut aussi mettre avec des espèces de canons à vapeur qui transforment à vapeur. Donc les professionnels, ils aiment bien l'oxalique parce qu'on arrive avec une espèce de bras à vapeur et puis on fait dans les ruches. Voilà, les mecs ont 500, 1000 ruches, l'oxalique, ils l'utilisent beaucoup plus que nous. Voilà, je referme cette grande partie des intrants en bio. On va faire un petit tour du côté du non bio, les insecticides. Donc, je vous l'ai dit, c'est utilisé en France, c'est de moins en moins utilisé partout. Les Belges, ils en veulent plus, les Canadiens, ils en veulent plus. Je sais pas qui en veut encore. Mais bon, il y a des gens qui jurent que par ça, c'est facile à utiliser. On fout des languettes. C'est des languettes en plastique qu'on fout dans la ruche. C'est pas chiant, ça se fait en une fois, c'est facile. On les laisse 6 semaines, on les ressort. Voilà, enfin, c'est comme toute cette chimie, c'est facile. Les gens qui défendent ça vont expliquer que c'est bien plus efficace que les acides en bio. Évidemment, c'est comme en agriculture. Quand on regarde de près, ces insecticides marchent de moins en moins. Même les mecs qui les utilisent te disent que ça marche de moins en moins. Évidemment, personne ne paye une étude pour les traitements bio pour montrer que ça marche aussi bien. Il y a des études, hein, mais il y en a moins, évidemment. Voilà. Et puis l'acarien, il mute, il s'adapte, etc. Donc ces trucs non chimiques, quoi qu'on en dise, marchent de moins en moins. C'est de la chimie lourde, c'est l'insecticide. Voilà pour vous donner envie d'écouter comment ça marche, comment ça s'utilise. Voilà, donc c'est 6 semaines. Donc c'est un insecticide, on touche pas avec les doigts. Voilà. Donc les grandes, pardon, je vous ai pas donné le nom. C'est Apivar, c'est la marque commerciale. La substance active qui est dedans, c'est de l'amitrase. Donc c'est vraiment le grand produit, c'est l'amitrase. Donc l'Apivar, c'est son grand conditionnement, sa grande marque. Mais il y en a d'autres. Voilà. Il y a un autre insecticide qui est très utilisé. Le fluvalinate, non commercial, Lapistane. C'est pareil, pour le coup, c'est 8 semaines, je crois. Ouais, mais ça, c'est plus violent. C'est même déconseillé par les mecs maintenant qui l'utilisent. Ils disent de l'utiliser une fois tous les 4 ans pour empêcher l'adaptation du varroa à l'Apivar. Donc c'est une cochonnerie plus cochonne. Il y en a d'autres de beaux insecticides avec des noms. Il y a le Coumaphos, je vois. Et il y en avait un autre, le flux, je sais plus quoi, flumitraz ou un truc comme ça qui est maintenant totalement interdit parce que c'était carrément dégueulasse. Ça traîne encore à certains endroits, mais c'est encore plus dégueulasse. Donc voilà il y a des process, on en trouve partout sur le net. C'est plus facile d'utilisation, on n'a pas les contraintes de température. Voilà, dans certains cas, ça peut être utilisé si on a des problèmes de température, de temps. Voilà, ponctuellement, hein, faut pas non plus. Ça existe. Faites vos choix, chacun fait ses choix. Certains choisissent le passé, d'autres choisissent l'avenir. Mais non, mais ça existe. Faut pas se fermer c'est ce que je vous explique aussi. Faut pas se fermer sur les méthodes plus industrielles. Il y a des moments où ça peut servir. Si on a des contraintes de température, c'est surtout à ça que je pense il y a un moment donné aussi où on a des abeilles qui peuvent aller très mal et on a un besoin. Moi, on n'utilise plus au rucher du tout. Ça fait des années qu'on n'a pas utilisé ça, mais voilà.
Voilà, je referme cette partie que je vous ai fait un peu courte, mais bon, il y a une littérature qui existe sur les insecticides au sein de la ruche. On passe à la troisième grande méthode de lutte qu'on appelle la lutte mécanique. La lutte mécanique, pour vous compreniez, principalement, ça consiste à c'est détruire du couvain. Hein. On va profiter de certaines caractéristiques du varroa, de ses comportements, pour le piéger. En fait, le but, c'est de le piéger à certains endroits et de se débarrasser ensuite de ce piège. On va le concentrer à certains endroits et on sort ce piège de la ruche. C'est ça l'idée générale de la lutte mécanique. Bon, le premier grand système pour lutter mécaniquement, vous l'avez vu, le varroa, il préfère le mâle. Dans le couvain de mâle, il fait 2 cycles en plus de reproduction, il va sortir 4 varroas femelles, tandis que dans une cellule ouvrière, il n'en sort que 2. Donc quand on a des mâles, le varroa, il se précipite dans les cellules de mâle et il se concentre dans ces cellules de mâle. Donc, une des grandes techniques, c'est de sacrifier ce couvain de mâle. Donc, il ne faut pas tout sacrifier, parce qu'il faut garder des mâles dans la ruche, c'est important. Mais on peut découper du couvain de mâle une fois qu'il est operculé. On attend qu'il soit fermé, qu'il soit operculé, puisque là, nos varroas sont rentrés, et on sort ce couvain de mâle et on le détruit, on le donne aux poules, qui sont très heureuses avec tout ça. Voilà. Ici, au Québec, alors en France, on fait les cadrages en bâche. Vous avez vu, vous avez vu, c'est un cadre avec l'axe de côté. Ça fait que l'abeille peut facilement faire des cellules de mâle. Et on va le sacrifier, on va le sortir. Au Québec et au Canada, ils ont carrément des fonds alvéolés en plastique qui sont on dit les fonds verts, qui sont de couleur verte, qui sont avec des fonds de cellules de la taille des mâles, qui sont plus gros, vous vous souvenez, et donc l'abeille va être obligée de faire du mâle dessus, on le piège, on attend que c'est operculé, et on sort tout le cadre de mâle, et on le donne aux poules, ou aux écureuils. Pas aux écureuils, mais... Voilà, donc ça c'est vraiment un grand truc. Ça se fait selon des ruches, hein. On tombe sur un beau cadre de mâle operculé, on sait que la ruche elle est un peu infestée, tiens, hop, l'occasion fait le larron, on le sort. Formidable. Ou alors on va préparer tout le processus pour les piéger, par exemple ce cadre vert où on laisse faire, on pousse à faire des couvains de mâle. Voilà, ça c'est une des grandes techniques. La deuxième grande technique, c'est de profiter quand on fait des essaims. Donc quand on divise notre ruche, qu'on fait un essaim, on va se retrouver avec une rupture de la ponte. On a un arrêt de la ponte, on a un creux, notre reine elle n'est pas encore fertile, il faut qu'elle se développe. Quand on fait un essaim dont on va faire créer la reine, le temps qu'elle naisse, notre reine, et qu'elle aille se faire féconder, on a un trou dans l'affaire. Et donc, on a moins de couvain. Et donc, on a un varroa qui est moins caché. On met un shoot de formique. Et là, on sait qu'on fait du dégât dans la population de varroa. Donc, c'est un moment qui est vraiment privilégié pour faire ça. Voilà. Quand on fait un essaim, l'autre processus qu'on verra avec introduction de reine, là, on fait un essaim où on prend pas de couvain désoperculé. Donc, c'est pareil, on a des moments très propices. Tous les essaims, je ne vais pas vous détailler, mais après, vous pouvez revoir ça. Dès qu'on fait un essaim, quelle que soit la technique de division, on a un créneau propice pour traiter cet essaim, lui mettre un coup de flash et profiter que le varroa est à découvert. C'est un moment opportun, quoi. Voilà. Quand on mêle ces deux grandes techniques, processus sur les mâles et l'essaimage, pas qu'on les mêle, mais qu'on va, disons, au croisement, on a des variations de ces techniques, plus de la deuxième technique, pardon. C'est plutôt une variation de ça, où on peut faire en sorte que la reine ne ponde pas. Alors, on peut la faire, par exemple, pondre à un certain endroit. Alors, il y a des trucs qui existent, des espèces de cage à reine qu'on va coller au cadre pour la forcer à pondre à un endroit pour piéger
à cet endroit, et puis après on sacrifie ce couvain. Voilà. Il y a des variations, mais tous ces processus mécaniques, c'est que soit on le piège, soit on profite du moment où il n'a pas de cellules ouvertes où se réfugier, et donc il va être à découvert et on va pouvoir le traiter. Et ça, c'est la production d'essaims. Gardez-le en tête, dès qu'on fait des essaims et des divisions, c'est bien de traiter, quoi, parce qu'il est à découvert. Voilà pour cette grande partie sur les traitements mécaniques. Vous commencez à voir, on a plusieurs outils, on combine des outils. Je vous ai dit, on peut combiner thymol et acide formique, on peut combiner avec, on retire du cadre de mâle, où on fait vraiment créer du mâle pour pouvoir piéger. Et puis à côté de ça, on a fait des divisions. Les divisions, on se les traite. Voilà. On a des outils, on a des moments propices. On a sur les acides ces questions de température. Donc c'est beaucoup les moments, quoi, dans la saison. Voilà. Mais il faut avoir les outils en tête et ces moments. Voilà. Début de saison, fin de saison pour tout le monde, c'est les grands moments. Et quand on fait des divisions, c'est un moment pour traiter. Et dans la période où on a des mâles, c'est un moment pour faire du piégeage. Voilà. Ça, c'est les grandes techniques qu'on a vraiment à disposition dans un rucher, dans notre rucher et un petit peu partout. Voilà. On va passer maintenant sur d'autres techniques qui sont moins utilisables, mais qui sont pour certaines, ou qui demandent de l'investissement, ou qui sont un peu lourdes, et donc qui sont moins utiles, mais qui existent, c'est bien de les savoir. Ou qui sont d'avenir, hein, ou qui peuvent être des outils dans l'avenir. Un des grands trucs, c'est la chaleur. Une des pistes, c'est la chaleur. Le varroa, il tient pas la chaleur comme le tient l'abeille. En gros, à 44 degrés, si on le met, je suis tombé sur une étude, à 44 degrés pendant 4 heures, le varroa, il est mort. L'abeille, elle est plus résistante que ça. Donc, on a un certain nombre de techniques qui utilisent cette technique. J'ai vu à Pimondia, par exemple, des gars qui avaient fait une espèce de couvre-cadre à base d'un plexiglas, une espèce de hausse avec un plexiglas ou une vitre au-dessus. Ils ouvrent la ruche, ils posent ça dessus, elle se retrouve avec une glace au-dessus, elle est au rayon du soleil, et ça chauffe. Et en fait, ils vont faire un chauffage solaire, ils ont une sonde à l'intérieur, et ils montent l'intérieur de la ruche à 44 degrés pour tuer le varroa. Marrant, pas mal. On a les Suisses qui ont fait un truc qui s'appelle... attendez, c'est Varrotex, j'avais un lien, je vais vous le coller, parce que c'est assez rigolo quand même, c'est assez marrant leur histoire. Ils ont fait, en fait, ils mettent une résistance à l'intérieur du... Voilà, je vous ai mis une photo là, sur le partage, c'est Varrotex, la marque, pour ceux qui cherchent... ultérieurement, et donc ils mettent une résistance à l'intérieur du cadre, dans le fond de cire, ils mettent une résistance pour pouvoir chauffer le fond de la cellule, juste le fond, à 44 degrés. Et donc les œufs et les naissances à 44 degrés, l'abeille n'est pas trop sensible, mais ça fait monter l'ensemble du cadre à 44 et le varroa meurt. Voilà, bon, c'est un truc suisse, c'est marrant. On dit que les Russes, ils ont une vieille technique. Alors eux, ils foutent tout dans une grande salle et puis ils foutent tout ça à 46, 48 degrés pendant 15 minutes, j'ai vu. 15 minutes. Voilà, bon, c'est de la maintenance, hein, faut tout déménager, tout ça. Bon, voilà, ça existe. Voilà, sur les chauffes. Non, la cire, elles font pas à 44. La cire, elles font à 63 ou 66. Donc la cire fond pas à cette température-là. Voilà pour les grandes, pour cet axe du chauffage. C'est assez sérieux, hein. Il y a des gens qui l'utilisent vraiment. Vous voyez, il y a une société commerciale suisse qui est dessus. Enfin, c'est un axe qui existe, qui est réel, délicat mais réel. Voilà. Une autre manière de lutter que j'aurais pu aborder
pour les abeilles, c'est quoi leur limite de température, les abeilles plus haut. Je saurais plus te répondre, mais on le reverra. Vous avez tous vu sans doute ces vidéos où elles cuisent un frelon quand les abeilles asiatiques, elles ont une technique pour cuire le frelon et elles le cuisent et elles ne meurent pas. Stéphane, c'est plus efficace donc parce que ça tue aussi le varroa qui est dans les cellules, n'est-ce pas? Le chauffage des Suisses, ouais, c'est ça qui est malin dans l'histoire. Ouais, c'est ça qui est vachement intéressant. Mais il faut acheter des cadres, il faut après pouvoir mettre ça sur une batterie, tout chauffer et tout et tout. Hein. C'est sans doute moins délicat que le chauffage par l'extérieur, mais bon, faut du matos, quoi. Faut du matos, quoi. Ok. Allez, je referme le chauffage. Une chose que une technique qui est la taille des alvéoles. J'aurais pu aborder plus tôt. Bon, vous savez qu'une des normes, c'est de mettre un fond alvéolé. C'est-à-dire, on met une feuille de cire au fond dans le cadre où on a juste dessiné, on l'a moulé, la forme des cellules. Et puis, on laisse les abeilles étirer ces cellules pour faire des cellules. Voilà. Et donc, nous, on fournit des feuilles de cire avec des formes déjà. On considère que ces cellules, en fait, sont un peu petites, sont un poil petites. Pardon, sont un poil grandes, je vous dis n'importe quoi, sont un peu plus grandes. Les cellules à l'état naturel, on le voit sur les cartes de Jean-Baptiste, seraient un peu plus petites. Et que c'est pas la taille idéale, et d'aucuns considèrent que c'est une des sources du problème des varrois, qu'il y a plus de place, et donc que les varrois ont plus de place pour se développer, que l'abeille serrana, l'asiatique, elle a manifestement des cellules plus petites, qu'elle est plus petite, et tout ça limite le varroa. Voilà, ça fait partie des réflexions et du cadrage en bâche, où on les laisse choisir les tailles des cellules, fait aussi partie de cette réflexion. Donc, voilà, ce cadrage en bâche qu'on utilise à Montreuil. Voilà. Autre technique assez en vogue, le poudrage des abeilles. Plein de variations. La classique, c'est avec du sucre. On prend du sucre glace, puis on saupoudre tout le monde. L'idée, c'est quoi? C'est que les abeilles, elles vont être toutes couvertes de blonde, petite poudre blanche, sucrée, et donc elles vont s'épouiller les unes les autres, et que ce faisant, elles vont se débarrasser, elles vont décrocher nos varrois qui vont tomber au fond de la ruche. Voilà, il n'y a aucune étude là-dessus, enfin moi j'en connais aucune. Dans l'idée, ça marche, c'est pas con. Personne n'est prêt à payer une étude sur un truc qui fera rien vendre à personne. On a parlé de variations de ces techniques. Voilà, on trouve avec de la farine, on trouve avec du sucre glace. Il y a plein de gens en Inde, j'ai trouvé des exemples en Inde, 10 à 15 grammes par ruche de farine de blé, 3 fois à une semaine d'intervalle. L'eau mielée, moins parce qu'elles vont plus le sucer que s'en débarrasser, quoi. Donc l'eau mielée n'est pas une technique de poudrage a priori. Voilà. On en fait ce qu'on en veut. Très franchement, ça coûte pas grand-chose. On le fait pas quand c'est la mielée. Ça va rajouter du sucre dans la ruche. C'est le problème que je vois. Je dirais c'est pas court en fin de saison. Ça peut se tester, quoi. Bon, on l'a déjà fait une fois, je crois. Je crois qu'on l'a fait. Je crois qu'on a joué à ça une fois. Voilà. Bon. Il y a d'autres. On passe à une autre dans les autres techniques, d'autres huiles essentielles qui étaient utilisées, essence de rose en Inde. Bon, il y a d'autres. Il y a des trucs. Happy Guard, j'ai noté Happy Guard et Happy Life Var. Mais je sais plus quel est
l'élément actif dedans. C'est pas le thymol, c'est un autre. Vous irez regarder si vous voulez Happy Guard et Happy Live Var. Voilà. Bon, mais il y a des essences d'autres essences qui sont utilisées. Voilà. On a d'autres fonds. Il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de gens qui testent. On a d'autres fonds avec des fonds de ruche. Alors, notre technique, au lieu que ce soit grillagé, c'est des formes rondes, disons des trucs un peu, voilà, comme ça. C'est des demi-sphères collées les unes aux autres. Et là, on dit que le varroa, quand il tombe, il peut pas s'accrocher sur le grillage. Il glisse et il tombe forcément au fond de la ruche. Donc, ce serait plus efficace que le grillage. Peut-être. On s'y est intéressé, puis on n'a pas pu en commander, on n'a jamais fait. Ça existe, il y a des gens qui aiment bien. Des ruches plus petites, les varets, ruches plus petites, plus chaudes, donc le varroa moins à l'aise. Et puis le couvain de l'abeille qui se développe plus facilement et plus rapidement, légèrement, parce qu'il est plus au chaud. Et le varroa qui lui est moins confort. Donc c'est aussi un des axes assez intéressant à mon avis, assez intéressant. Est-ce que c'est pas en agrandissant les espaces qu'on a aussi favorisé le varroa? C'est des vraies questions. Voilà. Les aimandes, coller des aimandes sur les côtés des ruches. Parce que les champs magnétiques, les champs énergétiques, on colle des aimants sur les deux côtés, puis on rétablit un champ magnétique uniforme au sein de la ruche. Il y a des gens qui ont essayé, qui disent que ils sentent un effet. Il y a des gens qui les vendent, ça n'a pas un intérêt commercial majeur. Voilà. Après, de l'autre côté, on trouve des gens qui disent, t'as pas d'études scientifiques. Bah oui, personne va payer une étude scientifique là-dessus. Et c'est de la magie, quoi. Voilà. Faites-vous votre idée. Il y a des gens très sérieux, très sérieux je suis pas spécialiste du domaine, mais j'ai beaucoup de choses sur les champs magnétiques de la Terre. C'est pas inintéressant. Surtout que je vois pas un intérêt commercial à défendre le truc. Mais bon, c'est peut-être aussi, c'est peut-être des légendes, quoi. Bon. Les fils de cuivre. Fil de cuivre à l'entrée de la ruche. On colle un petit fil de cuivre. Le cuivre, c'est un désinfectant naturel. Sur des poignées de porte, sur des trucs, on sait très bien, ça a été utilisé dans les hôpitaux avant que le cuivre vale très cher. Donc c'est une chose prouvée. On met un petit fil de cuivre en travers de l'entrée. Les abeilles, elles passent, elles se frottent un peu au cuivre, ça les débarrasse très du varroa. Ça aurait un effet bénéfique sur l'ensemble de la ruche. C'est pas inintéressant. Il y a des ruches qui ont testé une technique avec carrément à l'entrée de la ruche, ils mettent pas du cuivre, mais un léger un fil dans lequel passe de l'électricité très légèrement, et ça un petit coup comme ça, le varroa, hop, il tombe. J'ai jamais vu d'exemple de ça. J'ai lu, mais j'ai jamais vu d'exemple de ça. Voilà, bon, la rhubarbe, mettre de la rhubarbe sur la ruche, parce que la rhubarbe a de l'acide oxalique. Plus je lis là-dessus, moi je suis convaincu, ça coûte pas grand-chose, mais des gens à raison disent la concentration d'acide oxalique dans la rhubarbe, c'est pas plus que dans, si tu veux, les épinards et tout ce que tu veux, et beaucoup de choses. Bon, pareil, ça coûte pas grand-chose. Ça sert peut-être à rien. Voilà, il y a des gens qui cherchent sur des attractifs. J'ai croisé un truc assez marrant là, le Varotest. Assez intéressant. Les mecs, ils pilent de l'extrait de la larve de faux bourdon. Par contre, pour avoir les phéromones, ils s'en servent comme un attractif pour piéger les varrois. Pas con. C'est pas commercialisé encore. Ils disent que c'est assez galère à mettre, c'est à vaporiser sur des cadres. Mais c'est pas idiot. Il y a peut-être un truc à faire. Garder le couvain de mâle pour faire des pièges.
Voilà, bon, ouais, ça cherche, il y a des trucs plus ou moins fantaisistes, plus ou moins prouvés, plus ou moins logiques. Et ça cherche, il y a des gens qui essaient des trucs, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de gens qui essaient des trucs, c'est, voilà. Je vais vous, oui, un peu comme le Covid, oui, oui. Vous avez vu mon introduction, hein? C'était, un gars à Marseille. Non, pas vu le gars à Marseille. Mais la rhubarbe, c'est pas un truc du sud. Dans les trucs d'avenir, assez intéressant, la recherche, un des gros axes de recherche, c'est de faire de la sélection des abeilles hygiénistes. Donc on cherche des abeilles qui se nettoient, qui s'épouillent, qui ont une tendance à nettoyer, et qui supporteraient mieux le varroa. Donc on fait de la sélection. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, un peu partout dans le monde, génétique, pas génétique, élevage, blablabla. Enfin, ça travaille beaucoup là-dessus. Y compris Monsanto, qui a racheté un grand éleveur de rennes, voilà, qui travaille sur de la sélection d'abeilles, pas forcément sur le varroa, mais sur ses propres traitements, mais qui nous le vend comme faisant de la sélection d'abeilles hygiénistes. Voilà, moi c'est un grand axe. On a une araignée, une petite araignée qui s'appelle le pseudo-scorpion. Il y a des gens qui disent que c'est fabuleux, qui vit plutôt plus au sud. Voilà, la Marseillaise, elle vit plus au sud. Il vit plus au sud. Enfin, elle vit, cette araignée, plus au sud. Elle boufferait du varroa, qui bouffe l'abeille. Voilà, bon, vous pouvez la chercher sur le net, là, parce que je peux plus rien vous mettre. Voilà, intéressant. Des champignons, évidemment. Il y a des champignons, des gens qui travaillent sur les champignons. Il y a des axes intéressants, il y a d'autres choses intéressantes. D'autres acides. Il y a des choses qui sont pas à l'avenir. Il y a des gens qui travaillent. Il y a de l'acide lactique. Moi, de plus en plus, je regarde. Je pense que je vais tester acide lactique. Ça coûte rien. Un peu plus galère à utiliser, mais intéressant. L'acide acétique, voilà. Un acide qui s'appelle puritrate et le roténone aussi. J'ai vu, plus violent, plus compliqué. Voilà, directement utilisable, qui n'est pas que l'avenir, c'est acide lactique et acétique, mais surtout le lactique. Moi, je vais m'y pencher assez vite. Il y a des axes sur l'humidité. Le varroa n'aime pas l'humidité, mais comme l'abeille non plus, je sais pas trop où ça mène ça. Voilà. Mais c'est une des explications. Ça serait une des explications que le varroa supporte moins les pays tropicaux. Et sans doute moins les pays chauds. Le Maghreb, ils ont moins de problèmes de varroa, par exemple, au Maghreb. La chaleur, voilà, chaleur, humidité, ça fait des choses que le varroa aime moins. Voilà un peu un tour d'horizon des grands traitements, de ce qui existe, de ce qui est l'avenir. Voilà, donc pour vous, franchement, le formique, c'est la clé, le mécanique, quand on peut l'hiver, l'oxalique, quand on est infesté. Si on est convaincu des traitements insecticides, qui sont hors de prix en plus, hein, qui sont évidemment hors de prix. Voilà, et puis des choses d'avenir, des choses intéressantes, plus ou moins intéressantes, des combinaisons, voilà, et puis des opportunités, les essaimages, enfin les divisions, pardon, les essais artificiels, voilà. Il n'y a pas de méthode miracle, hein. Je vais vous conclure un peu tout ça. Il n'y a pas vraiment de méthode miracle. Vous l'avez vu. Faut traiter. Faut franchement traiter. Moi, dans mon évolution, faut compter aussi. Faut compter. Au rucher, il y a une habitude en France de traiter préalable, traiter pas préalable, mais traiter au cas hypothétique où. Bon, moi j'ai été choqué quand j'étais formé, parce qu'on me parlait insecticide, vas-y insecticide, le formique c'est de la connerie, tout ça. Les formiques c'est pas de la connerie. Mais maintenant je m'en suis rendu qu'il faut traiter.
faut franchement traiter. C'est un parasite violent dont on se débarrasse pas, qui est exponentiel, et les ruches, elles meurent. On le voit pas la première année, mais la deuxième année, il a fait son trou, il s'est installé, et la troisième année, on va perdre les seins. Je suis aujourd'hui assez d'accord avec ça. Une évolution au rucher en France et à notre rucher en particulier, c'est compter. Il faut compter, il faut compter. Ici, ça compte beaucoup. Et en fait, je trouve ça formidable. Ça permet de pas faire des traitements préventifs. On compte, on sait où on en est. On traite ou on traite pas, mais on sait où en est la ruche. Faut compter, faut compter, faut compter. Parce que sinon, on traite en aveugle, quoi. Et donc, on se retrouve, même si on utilise du formique, si on n'a pas compté, on fait du préventif. Et donc, on est dans la même logique que les insecticides et que toute cette pensée de la chimie qui est, tu traites, tu verras bien. Tu traites, tu sais pas malade, mais tu traites. Donc, même si on est en bio et qu'on n'a pas compté, on se retrouve dans ces mêmes logiques, même si on n'utilise pas les mêmes traitements, qui sont quand même des traitements violents. Donc, faut compter, faut compter, faut compter. Va falloir qu'on rachète des fonds parce qu'il faut avoir des choses plus confortables en fond. Franchement, l'Apinovar, c'est un vrai confort. On peut compter. On compte vite, on sort le truc, on regarde. Ok, j'ai 30 varrois, je nettoie le plateau pour la prochaine fois, paf, je le remets, je pourrai compter la prochaine fois. C'est facile, c'est rapide, mais je sais où j'en suis. Voilà. Et je sais s'il faut que je traite ou pas, je sais pour ruche par ruche, je sais où j'en suis. Donc très franchement, c'est une évolution rapide. Il va falloir qu'on se rééquipe avec ces plateaux qui sont très confort. Où on a des plateaux avec le rail, mais il faut qu'on construise un support qui est plus là. Enfin, faut qu'on évolue assez vite là-dessus. Voilà. On a un pan on a un pan de gens qui sont en bio qui vont vers pas traiter du tout. Aucun traitement, pas de bio, rien. C'est pas inintéressant, hein. C'est très intéressant ce qu'ils font les gars. Qu'est-ce qui se passe ils traitent pas. La logique, c'est de dire, c'est comme partout pareil, quand on traite, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la sélection inversée. À chaque fois qu'on traite, on est en train de sélectionner, de faire survivre des abeilles qui, à l'état naturel, seraient mortes, qui n'auraient pas tenu. Donc, on les maintient en vie. Donc, on fait de la sélection génétique des abeilles les moins résistantes, dont les mâles vont aller diffuser le génome. Et en même temps, on est en train de faire une sélection des varrois les plus résistants. Donc, on fait de la sélection totalement inversée. Et plus on traite, plus on sélectionne inversé. C'est le même problème que toute la chimie. Mais le problème, il existe même avec des traitements bio. C'est la même, on se retrouve dans cette même contradiction. Donc, des gens en sont arrivés à la conclusion, aucun traitement. Ils ont comme conséquence un effondrement de leur ruche. Hein. Ils peuvent se retrouver avec des ruchers, ils perdent 80%, quoi, 80-90%. Il faut pouvoir le supporter. Quoi. Mais en même temps, ils se retrouvent avec des abeilles, les 10% qu'ils ont, elles sont beaucoup plus résistantes. Ça marche quand même quand tu es au fin fond de la nature. Hein. Ça marche quand même, la logique, elle fonctionne. Faut pas que tu aies des mâles qui arrivent d'autres ruches qui sont traitées. Là, tu peux faire vraiment ton évolution génétique. Voilà, mais moi, je trouve ça, c'est super qu'il y ait des gens qui aient cette démarche-là parce qu'ils sont sur une autre voie, ils font un autre travail qui, assurément, dans quelques années, tout le monde va dire, putain, super que tu l'aies fait, quoi. Merci de l'avoir fait pour tout le monde, quoi. Vous allez croiser beaucoup de gens qui disent que les gens qui ne traitent pas propagent le varroa. Oui, c'est vrai. Ce qu'on a dit, on n'a pas traité, on va se retrouver avec des abeilles qui migrent d'un rucher à l'autre. C'est la dérive des abeilles. Et donc, on a une propagation. Ouais, c'est un truc très en vogue. Hein. Il y a des gens qui sont très violents là-dessus, genre t'es horrible de pas traiter, vraiment. Enfin bon, je vous passe les injures, mais les gens sont très violents là-dessus. Voilà, disant qu'en gros, c'est pareil, hein, que c'est pareil que le Coran, c'est toutes ces logiques sont les mêmes. Celui qui fait pas attention, il met en danger tous les autres.
Pas faux. C'est pas faux. Moi, je suis assez séduit. Là, on est même tous là assez séduits par là des Suisses, j'ai plus leur nom là, mais qui sont arrivés à une doctrine. Ils disent, va dans la ruche, tu gardes 15% de tes ruches que tu traites pas. Donc, tu as un peu de sélection génétique. Tu participes sur un fond génétique d'entretien. Bon, on arrive, on va faire une dérive. Elles vont être recolonisées par des varrois parce que les ruches qu'on traite, eh ben, on va avoir des abeilles qui vont trouver que c'est vraiment trop violent et qui vont partir ailleurs. Ouais, bon, eux, ils sont sur l'idée, tout le monde fait ça, tout le monde garde 15%. C'est pas idiot, c'est pas absurde. Assez intéressant, assez intéressant. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'interroger sur les pratiques, ces insecticides, mais aussi des choix d'apiculture. Ça amène beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. Bon, je vous ai dit, les fonds grillagés, je fais une grosse parenthèse là-dessus, mais ça ça ramène les questions de les cires gaufrées. Est-ce que c'est pas une absurdité? Les grandes ruches, est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce que c'est pas trop froid, trop compliqué à gérer pour les abeilles, ces immenses demeures impossibles à chauffer pour elles, à part au cœur de l'été? Voilà, ça a beaucoup de conséquences, mais c'est un problème qui est devenu majeur sur l'ensemble de la planète et qu'on ne peut pas ignorer. Voilà. Vous avez des questions? Je vous mets un petit lien avec d'autres techniques encore, d'autres trucs plus ou moins rigolos. Comment elle s'appelle la sélection qui va dans le mauvais sens, là, qui rend les varrois résistants et les abeilles faibles? T'as dit que c'était quoi comment tu la qualifies? C'est une sélection inversée, quoi. C'est un darwinisme inversé. Ok. Top. C'est comme, ça rappelle, si je vous l'avais évoqué dans le premier truc, avant, quand il n'y avait pas les ruches à cadre, c'était dans des paniers. Et quand il y avait un panier qui produisait, qui faisait plein de miel, eh ben on le prenait et on noyait les abeilles pour le récolter. Et tout ce qui produisait pas, ben on les gardait pour l'année après. On faisait pareil, on faisait du darwinisme inversé, quoi. C'est pareil, on fait du darwinisme inversé. Mais tu avais parlé d'autres maladies chez l'abeille liées alors, est-ce qu'il y a je reviens Nico dessus. Stéphane, est-ce qu'il y a moins de varroa dans une ruche variée? Mécaniquement, il y a moins de couvains, la ruche est moins grande, l'essaim est moins grand. Mécaniquement, il y en a moins. Est-ce que proportionnellement, il y en a moins? Je saurais pas te dire. Le problème, c'est qu'il y a aussi des trucs de technique, des varés avec des fonds sur lesquels on peut compter. Il y en a pas beaucoup. Faut se les fabriquer. J'ai jamais vu ça commercialisé. Mais moi, je sais pour qu'on évolue vers ça, ouais, des varés, quand sur le rocher, qu'on évolue vers des varés avec un système de comptage, avec un vrai plateau de comptage. Moi, je pense que c'est ça qu'il faudra. Et là, on pourra savoir. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai les autres maladies en tête. Je le fais après. Ok. Bon, ça va. J'espère que je vous ai pas assommé. Je sais que c'était assez dense. Je vous montrerai tout le texte en ligne aussi, où il y a tous les noms, tous les trucs, puis des liens. Je prends 5 minutes de plus. On va pas faire toutes les autres maladies parce que c'est un sujet. Les araignées prédatrices, ouais, les pseudoscorpions, ouais, ça peut s'acheter. Ça peut s'acheter, ouais. C'est pas trop encore, c'est un peu. J'arrive pas à comprendre. J'ai pas réussi à comprendre là sa diffusion actuelle. Pour moi, en fait, j'ai pensé que c'était un nouveau prédateur qu'on avait trouvé assez récemment. Puis je m'aperçois que finalement, il est présent dans des ruches, mais je sais pas très bien où sur la planète. Et j'ai presque tendance à croire qu'il serait en fait à l'état naturel. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est à l'état naturel en France, dans le sud. Mais qui remonte, je ne sais pas pourquoi il n'est pas remonté plus tôt. Donc il y a un truc, voilà, je sais pas très bien.
sur sa réelle diffusion. Il n'y a pas vraiment présence sur l'ensemble de la planète. Il n'y a pas c'est pas le produit miracle encore, hein. Il n'y a pas 25 mecs qui commercialisent du coup et sans doute encore moins que des mecs qui commercialisent des coccinelles, quoi. Voilà. Donc c'est pas encore, c'est pas le truc miracle non plus encore, hein. Même si dans l'idée c'est presque un truc un peu miracle, quoi. Mais il y a encore un flou là-dessus. Ah, il y a un lien. Ouais. Ok, les autres maladies. On va pas se faire toutes les maladies. On fera ça en bout d'un autre truc. Je ferai un tour d'horizon. Parce qu'il y a plein de virus, il y a des trucs plus ou moins dangereux. Il y a les loques qui sont vraiment les gros dangers. Voilà, puis on n'a plus beaucoup de temps. Ce que je vais aborder rapidement là, parce que c'est les maladies de saison là, en début de saison. Donc la grosse, c'est le varroa, c'est ça, cet acarien, ce prédateur, ce parasite, disons pas prédateur mais parasite. On a un autre truc qui est la nosémose et qui est une chiasse des abeilles. En bon langage, c'est une mycose, c'est un champignon. C'est une diarrhée. C'est une diarrhée des abeilles très nette. On voit des petits traits sur les ruches marron ou carrément à l'intérieur des ruches. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est qu'elles sont de l'hiver les a un peu leur a un peu retourné l'estomac. Voilà. Une ruche peut s'écrouler, ça peut partir vite, hein. C'est lié à l'humidité du sucre, enfin du miel qui était dans la ruche, l'humidité qui est dans la ruche. Voilà, en gros. Ça se traite pas, il n'y a pas de traitement, faut nettoyer la ruche, faut changer les cadres, faut déplacer faut prendre les cadres, les mettre dans une ruche propre, nettoyer, quoi. Les cadres, on a du mal à les nettoyer, on peut mettre un petit coup sur le dessus. Mais voilà, plus on nettoie, renettoyer une deuxième fois au besoin, mais nettoyer, c'est le seul truc pour que ça parte. Voilà, c'est une chose qu'on peut croiser en début de saison. Voilà, ça s'appelle la nosémose, hein. Dans les trucs et dans l'autre truc qu'on peut croiser, c'est les fausses teignes. Mais je vous ferai ça plus tard. Je vous ferai ça plus tard. Les fausses teignes, c'est un papillon qui pond dans les cadres. Voilà, mais là, on sort les cadres de l'hivernage de ceux qui sont stockés, et puis on regarde dedans, et puis on les voit carrément dans le cadre. Voilà, on peut rien faire pour le cadre, faut le jeter, le gratter ou le jeter. Voilà, allez. Moi, je crois que j'ai tout dit. Merci, Alex. Ça va? C'était dense, hein? Vous pouvez remettre vos micros, hein, on peut tous parler en même temps, c'est mieux. Ouais, top, merci beaucoup. Top. Bon, super. Ça laisse tes digestes? C'était pas trop. Petite diarrhée sur la fin, mais sinon ça va. Ah, ouais, c'est peut-être un peu hors sujet. Non, mais c'est un truc de. C'est l'humour Vincent Brossel. C'était un truc de saison, et puis là, je suis bien dedans, parce que là, les ruches dont je m'occupe, j'ai pris je sais plus si je vous avais dit, de 12 ruches, là, dans le nord de Montréal, et elles ont beaucoup de dysenterie, elles ont beaucoup cette nosémose. Je t'ai le nez dessus tout à l'heure, c'est pour ça que je suis cette saison. Et est-ce qu'il y a d'autres abeilles que les abeilles asiatiques qui se sont adaptées au varroa? Parce que, je sais pas, c'est une adaptation, une mutation qui a eu lieu sur des milliers d'années, centaines de milliers d'années. Ouais. Toutes les variations d'Apis mellifera en Europe l'ont toutes, hein. Les dorsata, là, les abeilles standards en Amérique du Sud, je crois pas qu'elles aient des varrois. Je crois pas qu'elles aient des varrois. Et la Serrana, elle en a. En Afrique, les abeilles indigènes africaines, je sais pas. Et comme les autres sont, pour le dire inversement,
Les abeilles qui ne sont pas mellifera, les nôtres ne sont pas vraiment élevées, donc non observées. Ou peu. Mais donc, il y a quand même des ruches qui arrivent à résister aux varrois, toutes seules. C'est un grand débat chez les apiculteurs. Tu as des gens qui vont te dire oui, il faut aller regarder les ruches sauvages. Et tu as des gens qui disent il n'y a plus d'abeilles sauvages, il n'y a plus d'essaims sauvages, il n'y a que des essaims qui se renouvellent. C'est-à-dire qu'à l'état sauvage dans un tronc, l'essaim à un moment donné, tu ne le regardes pas, il meurt, et un autre essaim va venir le remplacer. Et donc toi, tu reviens, tu crois que c'est le même, mais en fait, il est mort ton essaim, et c'est un nouveau. Voilà. Il commence à y avoir, là, depuis 1 an ou 2, il y a des gens, c'est en train de partir d'Allemagne et de Suisse, des gens qui sont en train de mettre en place des vraies surveillances des essaims sauvages, dans des troncs, dans des forêts et tout. Et sans doute que ces gens-là, d'ici quelques années, vont pouvoir répondre. Est-ce qu'il y a vraiment des essaims qui survivent aujourd'hui à l'état naturel? Moi, j'aurais tendance un peu à penser que oui, mais est-ce vraiment vrai des mecs qui ne traitent pas, là, apparemment, tu dis qu'à chaque fois, il y a 10 ou 15% de leurs ruches qui survivent à ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ces ruches-là, elles. Oui, c'est vrai. C'est des abeilles plus hygiénistes. On remarque un comportement plus hygiéniste. Oui. On a envisagé des croisements avec des séranins ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est envisageable, en fait. Mais... Oui, il y a des gens qui cherchent un peu tout. Comment dire? On est au tout début. À l'échelle de l'évolution, c'est rien du tout. C'est un parasite qui vient d'arriver. C'est les années 70 et 80 en France. C'est tout récent. Ici, c'est encore plus récent. Donc, et à l'échelle de l'évolution de l'abeille, c'est tout récent. Est-ce qu'il y a un parasite qui est arrivé et que l'abeille ne sera pas capable d'évoluer assez vite et qu'elle va se faire massacrer? C'est pas impossible. C'est pas absurde non plus au regard de la biologie. En même temps, est-ce que l'abeille qui est là depuis des millions d'années est capable de se faire rétamer en 30 ans par un parasite? Mais on est au tout début, quoi. C'est plus tout ça avec des lobbies, avec des structures mentales, des gens qui ont été formés dans les années 70, c'est comme dans l'agriculture, quoi. Des gens qui vont te défendre que tu peux pas faire pousser du blé si t'as pas mis de l'insecticide, que c'est pas possible. Et tu dis, comment ils faisaient les mecs de les 5000 ans avant? Donc, voilà. Mais on ressort juste de cette pensée-là. Avec une génération, moi je l'ai vu, mes cours, les mecs ils disaient, tu peux pas faire ça. Tu dis, tu peux faire sans l'insecticide, tu peux faire avec autre chose. Puis en même temps, moi je fais un pas, c'est vrai que oui, c'est un vrai problème, oui, il faut traiter, je le pense maintenant. Donc, quand on a un rucher avec une vocation pédagogique ou des gens qui font du miel, faut maintenir. Après, moi, je suis assez séduit par le. Et puis, on est tous là, on est arrivé, on a eu des discussions avec Corinne et Seb sur ne pas traiter 15% du rucher, c'est une position en ville assez plaisante, quoi, qui permet d'avoir un truc qui a de la tenue, quoi. Parce qu'on fera pas de la sélection à Paris, tout seul. Si on ne traite pas, on ne fera pas de la sélection. C'est pas vrai. Là, je sais pas, je vais lancer le chiffre comme ça, mais disons que j'imagine que 80% des apiculteurs à Paris, ils traitent avec de l'insecticide. Sans doute que 20%, je suis peut-être parce qu'on est sur des gens à Paris qui sont plus sensibles à ça, etc., à l'aspect biologique et néfaste des insecticides. Il y a des études sur l'impact sur les abeilles de ces insecticides? Monsanto dit tout va bien. Non, mais il y a des études sur le miel. Ah oui. Qui calculent c'est ça? Du bon miel. Et puis, comme la biologie est capable de mesurer des choses de plus en plus fines, évidemment, on en trouve de plus en plus. Ouais.
c'est sûr. Et puis aussi, on en met, et puis